Bonjour. Alors aujourd'hui, on va explorer un sujet qui touche vraiment beaucoup de monde, le TDAH. Oui, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Exactement. On a justement mis la main sur un article intéressant qui essaye d'aller un peu plus loin que l'idée habituelle du simple manque de concentration. Mhm. Il regarde plutôt du côté de la dopamine. C'est un peu ça notre exploration du jour. Voir ce que dit cette source sur ce lien précis. C'est un sujet crucial, oui, mais peut-être commencer par une mise en garde essentielle. Ah oui, bien sûr. Le diagnostic du TDAH, c'est vraiment l'affaire de professionnels. Il faut consulter un psychiatre, un neurologue ou un psychologue clinicien qui est spécialisé là-dedans. Oui, pas d'autodiagnostic improvisé. Surtout pas. Et pour donner une idée, on estime qu'à peu près un enfant sur 10 pourrait être concerné. Et attention, pour presque la moitié d'entre eux, ça persiste à l'âge adulte. D'accord, c'est noté, c'est important de le rappeler. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, peut-être qu'on peut redéfinir rapidement ce que c'est l'attention. Bonne idée. En fait, l'attention, on peut voir ça comme un projecteur ou un filtre si vous voulez. Ça nous aide à trier, à sélectionner l'info pertinente parmi tout ce qui nous arrive par nos sens. D'accord. Et justement, le défi pour quelqu'un qui a un TDAH, c'est de réussir à garder ce filtre, ce projecteur bien stable, qu'il ne parte pas dans tous les sens, quoi. Ce qui expliquerait les symptômes qu'on entend souvent, la difficulté à rester focus sur une tâche, l'impulsivité, Oui, une certaine irritabilité parfois, ou cette impression d'être toujours un peu désorganisé, que c'est le bazar dans la gestion du temps, et même la mémoire immédiate qui flanche un peu. c'est tout à fait ça. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, il y a aussi ce paradoxe assez étonnant, l'hyperfocalisation. Ah oui, j'allais y venir. Cette capacité à s'immerger complètement, corps et âme, dans une activité. Mais souvent, c'est uniquement quand ça passionne la personne ou alors quand il y a une deadline, une urgence absolue. Alors comment on explique ça si justement l'attention de base est décrite comme défaillante? C'est là que l'article parle de la dopamine. Précisément. La dopamine, c'est un neurotransmetteur, un messager chimique essentiel dans le cerveau. Et elle joue un rôle clé pour réguler ce fameux projecteur attentionnel. L'hypothèse principale que la source met en avant, c'est que dans le TDAH, il y aurait un souci dans la manière dont la dopamine fonctionne. Attention, pas forcément un manque global, mais plutôt une régulation qui serait moins efficace au niveau des circuits neuronaux qui gèrent l'attention. Ce qui fait que le projecteur s'allume un peu de manière chaotique. Voilà, un peu désordonné, d'où la distractibilité, l'impression que l'attention papillonne. Ah d'accord, ça explique beaucoup mieux pourquoi les traitements les plus connus, type Ritaline ou Adderall, sont en fait des stimulants. Ça semble tellement bizarre au premier abord. C'est le point central, effectivement. Ces médicaments, leur but, c'est justement d'augmenter la disponibilité de la dopamine et aussi d'autres messagers comme la noradrénaline dans certaines zones clés du cerveau. Pour aider à mieux réguler ces circuits? Exactement, pour mieux contrôler le projecteur. L'article mentionne aussi le modafinil, qui est parfois utilisé, avec un mécanisme un peu différent. C'est vrai que leur proximité chimique avec les amphétamines, ça fait souvent tiquer. Oui, c'est souvent ce qu'on retient. Et c'est pour ça qu'il faut absolument une prescription et un suivi médical très très strict. Le but, ce n'est pas de doper la personne, mais de stabiliser son attention pour faciliter l'apprentissage, la concentration au quotidien. D'accord, mais l'article ne s'arrête pas aux médicaments, il parle aussi d'approches complémentaires. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? Oui, la source explore d'autres pistes, non médicamenteuses. Côté nutrition, par exemple, elle cite les oméga 3. Surtout le DHA, à plus de 300 mg par jour. Ah oui, les oméga 3, on en entend beaucoup parler. Elle mentionne aussi la phosphatidylsérine, à 200 mg par jour chez l'enfant. C'est un composant des membranes des cellules du cerveau. Et puis, l'alpha-GPC, qui est une forme de choline, un précurseur d'un autre neurotransmetteur important pour la mémoire, l'acétylcholine. Bon, ce sont des pistes nutritionnelles donc. Oui, la source les mentionne, sans forcément détailler l'étendue des preuves scientifiques pour chacune, mais ce sont des pistes explorées. Et côté entraînement de l'attention elle-même, il y a du chose à faire? Alors, il est question d'exercices spécifiques, oui. Par exemple, apprendre à passer consciemment d'une vision très ciblée, comme si on regardait à travers une paille, à une vision plus large, panoramique. Intéressant comme exercice. Ou encore des techniques pour fixer son regard, gérer le clignement des yeux. L'idée derrière tout ça, d'après la source, c'est d'entraîner activement les circuits cérébraux qui contrôlent l'attention. Un peu comme on fait de la musculation pour le corps. C'est une image parlante. Et impossible aujourd'hui de discuter d'attention sans parler des écrans. L'article aborde ce point. Ah oui, incontournable.
Ils les appellent même les aspirateurs à attention. Carrément. L'idée, c'est que cette sollicitation permanente, les notifs, le zapping constant d'une info à l'autre, ça peut finir par créer un état qui ressemble un peu à certains symptômes du TDAH. Ça habituerait notre cerveau à rechercher sans arrêt la nouveauté, le petit shoot de dopamine facile et rapide. Au détriment de la concentration sur la durée. Exactement, ce qui amène aux recommandations de limitation du temps d'écran. La source rapporte des suggestions comme moins d'1 heure par jour pour les ados, moins de 2 heures pour les adultes. C'est peu par rapport à nos habitudes actuelles, pour beaucoup. Donc, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, le message clé de l'article, c'est que le TDAH, ce n'est pas juste une question de volonté ou être dans la lune. Non, vraiment pas. La source insiste beaucoup sur la dimension neurodéveloppementale. C'est lié à la chimie du cerveau, à l'organisation des circuits neuronaux, en particulier ceux qui utilisent la dopamine. C'est une différence dans le fonctionnement cérébral. Mais l'article n'est pas pessimiste pour autant, il laisse entendre qu'on peut améliorer les choses, apprendre à mieux vivre avec, voire en faire une force. Tout à fait. L'idée, c'est qu'avec un bon accompagnement médical, thérapeutique, mais aussi en ajustant ses habitudes de vie, et peut-être avec ses exercices spécifiques, une amélioration est vraiment possible. Il s'agit de mieux se comprendre pour développer ses propres stratégies. Et ça nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question un peu plus large. Oui, exactement. Dans notre monde hyper connecté, où notre attention est constamment bombardée, fragmentée par la technologie, quel impact ça a sur notre capacité de concentration à tous? Qu'on ait un diagnostic de TDAH ou pas d'ailleurs. Est-ce que cette stimulation digitale permanente ne finit pas par remodeler nos propres circuits de la dopamine? Est-ce qu'on ne devient pas collectivement plus impatient sur le plan attentionnel? C'est une question intéressante à garder en tête, je crois.